Bonjour et bienvenue sur France 24 dans l'entretien. Je suis aujourd'hui avec Jan Werner, directeur de l'Agence spatiale européenne. Bonjour, merci de nous recevoir. Il y a 50 ans, Neil Armstrong posait le pied sur la Lune. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous faisiez à ce moment-là? Je m'en souviens très bien, j'avais 15 ans. C'était 2 jours après mon anniversaire. Alors, je ne me souviens plus de mon anniversaire, plus du tout. Je ne me souviens plus des cadeaux que j'ai reçus, mais je me souviens très bien de cette soirée, de cette nuit. J'étais devant un téléviseur en noir et blanc. C'était pas un problème d'ailleurs, car l'image était en noir et blanc. Tout était en noir et blanc. J'ai regardé toutes les présentations avant l'alunissage, puis l'aigle a atterri, The Eagle has landed, comme ils l'ont dit, et Neil Armstrong a marché pour la première fois sur la surface de la Lune. Qu'est-ce qui reste d'Apollo 11 et de ce moment précis 50 ans après? Au moins les empreintes. Il n'y a pas de vent sur la surface de la Lune et donc les empreintes sont encore présentes. Mais 50 ans après, il y a plus. Aujourd'hui encore, à travers le monde, on parle de cet événement. Ça montre réellement qu'il y a un héritage du passé. C'est également, pour moi, un message très clair dirigé vers l'avenir. Aller au-delà de la Terre, de quitter l'orbite terrestre, aller là où l'homme n'est jamais allé. C'est l'héritage de cet événement et il faut aller plus loin. Les Américains veulent retourner sur la Lune. Les Chinois en parlent également. Est-ce qu'aujourd'hui, renvoyer un homme sur la Lune, ça vous paraît réaliste? Je ne veux pas qu'on retourne sur la Lune. Je veux qu'on aille plus loin. Retourner sur la Lune, ce serait refaire la même chose qu'il y a 50 ans. Une course vers l'espace avec 2 grandes superpuissances, les États-Unis d'un côté, l'URSS de l'autre. Non, la prochaine fois, il faut travailler ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je dis toujours, allons au-delà de la Lune, allons plus loin, dans un cadre différent, avec des raisons différentes pour travailler sur la science, la technologie, mais également pour la fascination, l'inspiration. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, à l'heure actuelle, il y a différents États à travers le monde qui coopèrent pour aller plus loin, au lieu d'être dans un esprit de compétition. Bon, la compétition, c'est un facteur utile, mais c'est également un facilitateur. Et aller au-delà de la Lune, c'est un très bon projet. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, recueille les idées de nos 22 États membres et reçoit des fonds de la part de ces États membres, ce qui nous permet de faire des choses que des nations seules ne peuvent pas faire. L'ESA fait également partie de ce projet qui consiste à aller plus loin que la Lune, retourner sur la Lune éventuellement. Nous travaillons avec les Américains qui souhaitent retourner sur la Lune d'ici 2024. Nous allons donc travailler avec eux, nous allons aller ensemble vers la Lune car il y a des nouveaux systèmes de lancement pour aller sur la Lune qui sont produits en Europe. C'est un module de service européen. Il y a également le Lunar Gateway, la portail en orbite lunaire qui permettra d'aller sur la Lune et d'en revenir. Ces portails auront des éléments européens. Nous avons donc hâte de faire partie de cette aventure, de ce projet pour cette mission lunaire, et toujours en travaillant avec les États-Unis. Justement, l'exploration spatiale est d'abord et avant tout une question de moyens financiers. Est-ce que le climat actuel en Europe vous inquiète? De mon point de vue, ces questions financières sont toujours surestimées. C'est-à-dire que l'exploration spatiale ne coûte pas si cher. Quand on a demandé à des Européens combien ils pensaient payer pour l'exploration spatiale, il y a eu une enquête et ils ont répondu environ 250 € par an et par personne. En fait, c'est seulement 10 €. 10 € qui vont vers l'ESA. Pour les vols habités, c'est moins d'1 € par citoyen européen par an. Donc cela ne coûte pas cher du tout. Parallèlement, nous savons que les activités spatiales ont un très bon retour sur investissement. Alors, je ne parle pas d'inspiration, de fascination ou de sensibiliser la population à notre petite planète, mais je parle également d'argent. 1 € investi dans l'exploration spatiale permet de générer 6 € en développement économique. Donc l'exploration spatiale ne coûte pas trop cher et a un très bon retour sur investissement. Est-ce que la montée des populismes ou encore le Brexit peuvent mettre en péril l'avenir de l'Agence spatiale européenne?
À l'ESA, nous avons vu bien évidemment qu'il y avait des intérêts nationaux présents. Les pays membres de l'ESA essayent d'associer leurs intérêts nationaux à ceux de l'ESA. C'est la tâche du secrétaire général de concilier les deux. Le Brexit, pour nous, ce n'est pas réellement un problème grave. En effet, le Royaume-Uni a très rapidement décidé de rester au sein de l'ESA et je pense que nous pouvons réellement montrer que l'Europe fonctionne, vit, car nous travaillons ensemble, nous allons au-delà des activités de chaque État membre. C'est la beauté de l'ESA. L'ESA est une entité unique en son genre et elle fonctionne. Les programmes américains et chinois fonctionnent beaucoup avec des entreprises privées. Comment fonctionne l'Agence spatiale européenne ? Les activités spatiales européennes, depuis le tout début, impliquent des activités privées. On a tendance à l'oublier, mais par exemple, Iron Space est une entreprise qui nous fournit les lanceurs et c'est une entreprise privée. Tous les engins détenus par l'Europe sont construits par des industries privées. Mais évidemment, nous cherchons également à transformer notre méthode de financement pour les activités d'exploration spatiale. Nous avons des partenariats publics privés qui fonctionnent très très bien, particulièrement dans le domaine des télécommunications, des satellites de télécommunications, mais également dans le domaine des lanceurs, dans le domaine de l'observation terrestre. Et depuis très récemment, nous avons utilisé un PPP d'une manière assez innovante pour la sécurité spatiale, pour supprimer, pour récupérer les débris spatiaux. Nous demandons à des entreprises de nous fournir un service et nous les payons. C'est une offre de service un peu différente. L'Europe n'est donc pas du tout à la traîne à cet égard. Quand vous parlez d'aller au-delà de la Lune, on pense tout de suite à Mars. Est-ce qu'envoyer un homme sur Mars, aujourd'hui, ça paraît possible ? Oui, ce sera possible d'envoyer des hommes sur Mars, mais ne me demandez pas quand ce sera possible. En général, quand on me demande quand est-ce que le premier Européen marchera sur la Lune, je réponds ce sera un lundi, mais je ne sais pas exactement lequel. Et mardi, on pourra aller sur Mars. Donc, l'homme ira sur Mars. L'homme gravit le mont Everest, il parcourt l'Antarctique, les abysses les plus profondes. Donc, c'est dans notre ADN, d'aller plus loin. L'homme ira donc sur Mars et en reviendra. Je suis en faveur non seulement d'aller sur Mars, mais également d'en revenir et de faire des allers-retours. En effet, c'est quelque chose de très important. Donc, je ne suis pas réellement en faveur d'une colonisation de Mars et de la Lune, car la Terre est bien plus belle que les autres planètes. Mais oui, l'homme ira sur Mars, mais cela prendra du temps. En effet, il est beaucoup plus difficile d'aller sur Mars que d'aller sur la Lune. Aller sur la Lune, ça prend une semaine pour y aller et en revenir. Mars, c'est 2 ans avec les technologies actuelles et nous devons nous assurer que nous pouvons faire revenir les personnes qui y iront. Donc c'est une autre histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il est nécessaire de s'installer sur la Lune avant d'aller sur Mars ? La Lune, c'est une plateforme d'essai extraordinaire. Cela nous permet de voir comment nous pouvons utiliser nos ressources. Lorsque nous allons aller sur Mars, il faudra utiliser les matériaux présents sur Mars pour créer un abri pour les astronautes pendant qu'ils seront sur place. Et donc, pour développer toutes ces technologies, il est très utile d'avoir la Lune. On peut utiliser également la Lune pour tester l'eau. Il y a de l'eau sur la Lune, nous en avons trouvé, et il faut voir comment utiliser l'eau, soit pour qu'elle soit bue, soit pour l'utiliser comme carburant avec l'hydrogène et l'oxygène. Donc la Lune, c'est une formidable plateforme d'essai pour ensuite aller sur Mars. Justement, l'Agence spatiale européenne travaille sur un projet de village lunaire et je sais que c'est votre idée. Quel est l'objectif de ce village ? Le village lunaire, c'est un concept avec différents partenaires. Le village lunaire, ce n'est pas un seul projet qui consiste à construire des maisons, une église et peut-être un bar sur la Lune. Non, le village lunaire, c'est l'idée de travailler ensemble, comme un village sur Terre où on se rassemble pour travailler avec différents intérêts, différentes compétences. C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui et je m'en félicite. La Lune, c'est aujourd'hui déjà un
village lunaire. Il y a différentes parties prenantes à travers le monde, des partenaires privés, publics, des robots, des astronautes qui travaillent de concert. C'est exactement ce qu'est l'idée de ce village lunaire. Et donc le village lunaire, c'est plus qu'une idée, c'est aujourd'hui une réalité et je m'en félicite. Si les Américains travaillent avec les Européens pour aller sur la surface de la Lune, eh bien, ce sera la concrétisation du village lunaire, car tout le monde ira avec des intérêts différents, des compétences différentes, et c'est ce qui est en train de se produire. Les Japonais, les Russes participent également. On voit donc que aujourd'hui, on ne peut pas dire, bon, lundi, on va construire le village lunaire. Non, le village lunaire, c'est un concept, c'est une idée, et cette idée est aujourd'hui une réalité. Et alors, comment vous expliquez qu'on soit passé d'une course entre deux superpuissances dans les années 60 à une coopération internationale aujourd'hui? Dans les années 60, déjà, il y avait des interactions peu connues, mais il y avait des interactions à l'époque. Mais vous avez tout à fait raison, c'était une course, une question de prestige avec des grandes puissances. Mais en 1969, lorsque l'homme a marché sur la Lune, il y avait déjà eu une expérience européenne avec la NASA, donc qui existait avant que le drapeau américain soit planté sur la Lune. Il y avait une expérience avec l'université suisse de Berne pour mesurer les éruptions solaires. Donc il y avait réellement un degré de coopération. Et en 1975, il y a eu une première étape de franchie. Nous avons vu les Américains et les Russes qui se sont réunis. Il y a eu un amarrage. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très différent. Nous travaillons ensemble dans l'espace au-delà des crises, même s'il y a des sanctions, etc. Et donc, la beauté de l'exploration spatiale aujourd'hui, c'est que nous allons au-delà des crises terrestres. C'est très important pour l'humanité de travailler ensemble. Merci beaucoup, Yann Warner. Restez avec nous sur France 24. Je regarde France 24 parce qu'en tant qu'étudiante en sciences politiques, ça me permet de rester à jour sur les informations dans le monde, sur les conflits, les débats politiques, tout ça. الاختلاف بين فرانس 24 والقنوات التانية في المحتوى المتنوع وفي التوجه الأقرب للحيادية. I like their coverage, especially with the news and the politics, but also I like the cultural aspect because that, me as a Kenyan, I get to learn a lot about Francophone, Africa Francophone in general, whether it's in Europe or here, just from France 24. France 24 m'aide à voir une perspective plus complète du monde et à comprendre différentes langues et différentes cultures. France 24, partout avec vous, à chaque instant. Liberté, égalité, actualité.